Les tyrans grecs ont volontiers recouru à des formes de manipulation spectaculaires pour établir ou maintenir leur autorité, brouillant les frontières entre vrai et faux. Après leur chute, les régimes qui leur ont succédé ont souvent recouru au même registre, retournant les armes des tyrans contre eux-mêmes. Vendredi 24 septembre 2021, dans le cadre du nouveau volet du festival L'Histoire à venir, Vincent Azoulay, historien de l'Antiquité, directeur d'études à l'EHESS et spécialiste de l'histoire culturelle et politique dans la Grèce antique, animait une conférence au Théâtre Garonne qui posait la question « Tyrannie et démocratie antique, histoire de faux ». Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus ici au Théâtre Garonne pour cette rencontre avec Vincent Azoulay autour d'un thème lié à l'histoire grecque et à ce qui a été choisi cette année pour le festival L'Histoire à venir, à savoir les usages du faux. Vous avez peut-être assisté déjà à d'autres rencontres puisque le festival a démarré hier soir. Vous avez à ce moment-là entendu qu'il a été cette année présenté sous un format un peu particulier puisqu'il y a déjà eu 2 sessions, mais plutôt avec des rencontres qui étaient en distanciel, mais une chaîne YouTube qui permet en fait de revisionner ces différentes rencontres du printemps. Et là, nous sommes sur le 3e temps de ce festival 2021 consacré aux usages du faux, mais cette fois-ci en présentiel, donc avec vous et au Théâtre Garonne. Nous remercions encore toute l'équipe technique du théâtre et également les différents partenaires, l'Université Toulouse-Jean Jaurès et d'autres universités du site toulousain, également les éditions Anacarsis, le Théâtre Garonne qui nous accueille et la librairie Ombre Blanche. Vous aurez d'autres rencontres jusqu'à demain soir, donc n'hésitez pas à consulter le programme si vous voulez continuer à participer aux échanges dans le cadre du festival L'Histoire à venir. Ce soir, en cette fin de journée où il fait très beau, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent et merci à vous d'être venu préférer le soleil intellectuel de Vincent Azoulay au soleil du dehors. Donc je vais présenter rapidement Vincent Azoulay qui est à côté de moi. Il est helléniste. Il est directeur d'études à l'EHESS, également directeur de la rédaction des Annales, et il est membre du laboratoire Anima, qui est un laboratoire, donc anthropologie historique des mondes anciens. Et ce laboratoire est héritier d'un centre qui avait été fondé par Jean-Pierre Vernant, en partie héritier de ce centre-là, le centre Louis Gernet, centre de recherche comparée sur les sociétés anciennes. Je prononce le nom de Jean-Pierre Vernant puisque à Toulouse, c'est quelqu'un qui est connu, parfois connu sous le nom du colonel Berthier, mais qui a été un helléniste qui a joué un rôle important dans l'ouverture de l'histoire grecque aux autres sciences sociales, mais également aux travaux des anthropologues. Et en cela, les travaux de Vincent Azoulay s'inscrivent vraiment dans la lignée de cette ouverture de l'histoire grecque, la fin du miracle grec et de l'isolement des Grecs, pour les comparer à d'autres. Et donc, Vincent Azoulay intègre dans ses recherches les apports des sciences sociales. Et également, il fait dialoguer Antiquité et temps présent. Et je pense que ça, c'est également un aspect important de montrer que l'Antiquité n'est pas un objet mort, mais que depuis l'Antiquité, il y a eu des réappropriations, des usages, mésusages, qui ont refaçonné, remodelé des images grecques, des textes grecs, des notions grecques. Et c'est essentiellement aussi sur toute cette tradition qui est née après l'Antiquité que travaille également Vincent. Donc il est spécialiste notamment d'un auteur qui s'appelle Xénophon, et c'est à cet auteur qu'il a consacré un premier livre, Xénophon et les grâces du pouvoir, de la charis au charisme. Je n'ai pas noté l'année de publication, je pense 2004.
Et puis, Vincent Azoulay travaille sur l'anthropologie du politique, l'histoire des représentations et des pratiques culturelles. Et il a également consacré un ouvrage à Périclès en 2010, que j'ai là. Donc, Périclès, la démocratie athénienne à l'épreuve du grand homme. Cet ouvrage a été publié donc en 2010 et ce n'est pas une biographie, hein, c'est un autre projet qu'il y a derrière ce livre. C'est véritablement faire dialoguer les traditions, les témoignages qu'on a sur cet homme depuis l'Antiquité avec ce qu'a été ou ce qu'on pense avoir été la démocratie athénienne et quelle était sa place à l'intérieur de ce régime qui était censé être le régime du démos et donc comment Périclès, un seul homme, pouvait à la fois incarner ce régime, en être le promoteur ou au contraire peut-être le dévoyeur en quelque sorte. Donc l'ouvrage va même jusqu'au très contemporain, hein, réception de Périclès jusqu'au début du XXIe siècle. Et il a également plus récemment, l'an dernier, publié avec Paulin Ismar un ouvrage, Athènes 403, avec un sous-titre important, une histoire chorale. Donc là, une entreprise écrite à 4 mains, mais pour faire parler plus de 4 personnes, puisqu'on a en fait un chœur de personnages, un chœur d'Athéniens que l'on suit. On suit leur parcours à un moment un peu clé de l'histoire d'Athènes, après l'épisode des... épisode difficile, hein, dont peut-être que tu reparleras aussi... non, pas trop, pas cette fois-ci. Des 30 tyrans, donc un gouvernement oligarchique qui a exercé une forme de violence politique très forte. Et là, ils prennent les parcours des gens, notamment en 403, au moment où il y a une réconciliation autour d'une démocratie restaurée, démocratie modérée. Donc je conseille vivement cet ouvrage. Mais nous allons aujourd'hui, dans le cadre des usages du faux, de cette réflexion sur les usages du faux, nous intéresser à un autre cas qui est notamment traité dans un autre de ses ouvrages, publié au Seuil en 2014, Les tyrannicides d'Athènes, vie et mort de 2 statues. Et donc ça nous montre aussi l'intérêt de Vincent Azoulay pour les images, l'utilisation politique des images. Et dans cet ouvrage-là, eh bien, il suit la trajectoire d'un groupe statuaire qui évoque un épisode intervenu en 514 avant notre ère à Athènes et qui fait l'objet d'interprétations, de réinterprétations. Et donc, en suivant l'histoire de ce groupe statuaire, eh bien, il fait aussi une histoire politique. Et donc, je lui laisse la parole en le remerciant encore d'être venu parmi nous. Merci beaucoup Adeline. Adeline qui ne se présente jamais, donc Adeline Grand-Clément, hein, maîtresse de conférence à l'Université de Toulouse, et certainement la conférence aurait été mieux si c'était elle qui tenait le crachoir. Merci beaucoup d'être venue alors qu'il fait si beau et que vous pourriez être au bar, mais on va essayer de passer malgré tout un moment, je ne sais pas agréable, mais enfin en tout cas on va essayer de parler d'images, de faux, de mensonges, de manipulation d'une certaine manière à travers la question de la tyrannie et de la démocratie à Athènes à la fin du VIe et au Ve siècle avant Jésus-Christ. Alors je veux d'abord commencer aussi par quelques mots de remerciement. Moi je suis très impressionné, c'est la première fois que je viens au festival Histoire à venir, mais ce qui m'intéresse beaucoup c'est cette hybridation entre une université, donc du public, des institutions privées, des associations, donc éditeurs, Anacarsis, théâtre, le Théâtre Garonne, la librairie Ombre Blanche, parce que ce type d'hybridation, je pense que vous le savez pour beaucoup, c'est peut-être ce qui pourrait nous sortir un petit peu de la mouise, c'est-à-dire c'est ce que, par exemple, l'économiste Gaël Giraud, dont je vous recommande les écrits et éventuellement les vidéos, pense être une issue dans la gestion des communs. Hein. Et le savoir, c'est un commun, c'est un bien commun. Il y en a d'autres, la santé et bien d'autres choses qui devraient précisément jouer sur ces hybridations entre public, association et privé. Et c'est cette aventure, me semble-t-il, qui est vraiment intéressante, qui se joue quelque chose ici, beaucoup plus vaste que simplement des conférences d'histoire. Et je veux notamment remercier tous les organisateurs et organisatrices, en particulier donc bien sûr Adeline, mais aussi Claire Jude, qui accueille, qui est une des chevilles ouvrières de toute cette entreprise. Alors,
commençons en plantant le décor. Je vais vous parler du monde grec archaïque et du début de ce qu'on appelle l'époque classique. Donc les cités grecques, un phénomène qui prend naissance au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et donc je vais m'intéresser à une période un petit peu postérieure, alors que ces cités sont nées depuis 2 siècles, on va dire, donc au 6e siècle, lorsque ces communautés qui se sont diffusées très rapidement, au moment même de leur émergence sur une bonne partie du bassin méditerranéen, sans jamais former une nation. On rappelle les cités grecques, en réalité, il n'y a pas de Grèce, il y a des cités grecques, des multiples cités, plus certainement à l'époque archaïque, entre 500 et 800. Athènes n'étant que l'une de ces cités. Il faut toujours avoir ça en tête quand on parle du monde grec. Alors, je vais me focaliser sur Athènes, sur la cité qui a la documentation la plus riche et celle que je connais le moins mal. Mais voilà, on est dans ce cadre réticulaire, en réseau, d'une civilisation qui s'est étendue très vite sur une partie du bassin méditerranéen, sans jamais former un État ou une nation, et qui a été très vite exposée à des contradictions internes liées à des inégalités dans la répartition du pouvoir, des richesses, ce qui a entraîné des discordes, ce que les Grecs appellent la stasis, la guerre civile, qui est venue déchirer ces communautés dès le 7e et le 6e siècle. Et ce dont je vais parler, c'est comment ces communautés, qui à cette époque sont oligarchiques, dans leur grande majorité, on est en amont de l'émergence de ce qu'on appelle la démocratie, comment ces communautés, qui étaient oligarchiques, c'est-à-dire où le pouvoir était concentré dans les mains d'un petit nombre de familles, ont vu apparaître des tyrans, des hommes qui ont pris le pouvoir et ont momentanément gelé les affrontements politiques avant que ceux-ci, à leur chute, ne reprennent. Et on a comme ça un enchaînement, alors qui est compliqué, complexe, dont on peut discuter, de cités d'abord oligarchiques, à un moment tyrannique, alors seulement dans les cités les plus avancées économiquement, c'est-à-dire là où les contradictions, notamment économiques, étaient les plus vives. Et la tyrannie n'est pas un phénomène également distribué dans tout le monde grec, c'est seulement dans les cités où les plus développées d'une certaine façon, et donc où il y a le problème des partages des richesses se posait de façon aiguë, que le phénomène a en réalité existé, c'est-à-dire certains endroits de Sicile, autour de l'isthme de Corinthe, à Athènes, en Asie mineure, à Milet, dans d'autres cités extrêmement développées et prospères. Donc c'est dans ce cadre qu'a émergé le phénomène tyrannique comme un moment où, d'une certaine façon, on gère cette crise politique, économique et sociale par l'émergence d'un homme et d'un pouvoir fort, alors qui est qualifié de tyrannique. Et au départ, c'est un terme qui est relativement neutre, qui va se charger de façon négative a posteriori, après la chute de la plupart des tyrans à l'époque classique, c'est-à-dire au 5e et au 4e siècle. Jusqu'à ce que le tyran devienne le prototype du loup assoiffé de sang qui dévore son propre peuple et ses propres enfants. Donc c'est ce moment-là qui va m'intéresser, parce qu'il permet de poser justement la question des usages politiques du faux. Et j'ai essayé de me plier à la commande et aux thèmes qui avaient été développés. Et donc je vais essayer de montrer notamment comment une séquence historique, donc celle de l'émergence de la tyrannie à Athènes, a engagé toute une série d'images, de rituels que l'on qualifie souvent de mensongers à la suite des historiens grecs, qui les qualifient comme tels, de tromperies, de fausses, de mensonges. Donc comment des rituels et des images ont servi à légitimer le pouvoir de ces tyrans. Et on verra, en tout cas mon ambition, c'est de vous montrer que les qualifier de la sorte, comme vrais ou fausses, c'est problématique. C'est certes se mettre dans les pas des historiens grecs, et Hérodote en tête, on va en parler, le père de l'histoire d'après Cicéron, mais c'est une façon, à mon sens, de louper ce qui est le plus aigu dans cette expérience politique qu'a été la tyrannie. Et on le verra donc à travers le cas de Pisistrate, mais aussi à travers le cas de la toute jeune démocratie athénienne
qui se construit juste après la chute de la tyrannie et en réaction à celle-ci, où on va voir que de la même manière, on utilise des images, on utilise des rituels qui sont qualifiés comme faux et mensongers par les mêmes historiens, Hérodote, Thucydide, hein, ces grands premiers historiens, mais qui, en les qualifiant comme tels, de faux, de mensongers, nous amènent à encore manquer ce qu'il y a de plus vif dans cette expérience politique et dans cette façon de jouer entre rituel et puissance d'agir qui caractérise donc ces sociétés de l'époque archaïque et classique. Donc voilà, comme ça vous ne serez pas surpris, hein, je vous ai fait le pitch général d'ensemble et maintenant on peut rentrer dans le cœur de l'exposé et notamment en partant du cas de Pisistrate. Donc Pisistrate, le premier tyran d'Athènes. Et donc Pisistrate, on le connaît bien parce qu'il y a des sources textuelles qui en parlent. Aristote ou le pseudo-Aristote dans la Constitution des Athéniens et surtout Hérodote. Donc voilà, dans ces histoires, ces enquêtes, hein, ce qui a donné le nom de l'histoire. Hein. Je vous rappelle que l'histoire, hein, qui donc est créée d'une certaine façon par Hérodote, hein, le geste minimal de l'histoire, c'est d'essayer de comprendre les causes. C'est pas raconter le passé, ça on l'a toujours fait. Le geste fondamental de l'histoire, celui qu'on partage encore malgré de multiples différences, hein, c'est une enquête sur les causes. Les causes, et en l'occurrence les causes des guerres médiques pour Hérodote, les causes de la guerre du Péloponnèse pour Thucydide. La différence entre les deux, hein, c'est que Hérodote, c'est monocausal, la vengeance, hein, c'est ce qui explique les guerres médiques. Chez Thucydide, les causes sont pluralisées. C'est lui qui invente la différence entre les causes superficielles et les causes profondes. L'alethestate prophasis, la véritable cause de la guerre du Péloponnèse. C'est encore notre mode de pensée quand on veut distinguer la guerre en Irak, voilà, les causes superficielles, les causes profondes, le pétrole. Enfin bon, voilà, c'est un type de façon de penser qui effectivement s'origine là. Et donc dans les causes ici des guerres médiques, avec Hérodote, eh bien, il a besoin de remonter à l'histoire des différents protagonistes, l'Empire perse, et puis les Grecs, ceux, peu nombreux en réalité, parmi les Grecs, qui ont décidé de résister à la double invasion perse. Et donc, il explique comment le régime démocratique est né et a résisté à Darius puis à Xerxès. Et pour cela, il vient à ce moment tyrannique, donc dès le livre 1, pour présenter d'une certaine façon les protagonistes. Et donc, il explique comment Pisistrate a pris le pouvoir, donc autour de 560 avant Jésus-Christ, 561, 560. On est dans une situation donc qu'il nous décrit de discorde, de stasis. Il y a eu un législateur qui s'appelle Solon, qui a été choisi comme un arbitre une trentaine d'années auparavant, qui a essayé de donner plus de droits aux citoyens, de aussi affermir la différence entre citoyens et non-citoyens. Il empêche la servitude pour dette. Donc désormais, quand on est citoyen, on ne peut plus devenir esclave. Donc il y a comme ça toute une série de réformes qui touchent la citoyenneté, qui touchent les institutions, qui permettent disons, d'amoindrir les tensions, mais cela ne suffit pas. La stasis donc reprend, la discorde reprend, et trois familles et leurs clients se font face. Donc Pisistrate, qui est surtout, qui a un pouvoir surtout au centre de l'Attique. L'Attique, c'est le territoire d'Athènes. Athènes, c'est la ville qui contrôle à partir justement du VIe siècle ce très vaste territoire de l'Attique. C'est oula, je l'ai enlevé. Hop, échappe. Non, bon ça c'est la panique, mais on va y arriver. Tac. Ça va, c'est revenu. Donc faut pas que je fasse de. Ce très vaste territoire. Avec un Pisistrate qui contrôle notamment ce que Aristote appelle les gens de la montagne, donc, et puis deux autres familles, Mégaclès,
Donc, je vais en reparler, donc c'est pour ça que je me permets, c'est pas pour vous bourrer de noms grecs que vous allez oublier, hein, mais c'est simplement parce que voilà, c'est intéressant pour comprendre le mécanisme. Donc Mégaclès qui vient d'une grande famille, mais une famille a l'histoire compliquée et une famille appelée à un bel avenir, hein, puisque c'est la famille de Périclès notamment, des Alcméonides, hein, donc Mégaclès, et puis un dernier personnage, Lycurgue, qui se trouve être membre d'une famille, d'un génos, d'une famille qui a le privilège de détenir, et c'est important pour toute cette histoire, c'est dans la famille de Lycurgue qu'on choisit les prêtres et les prêtresses des principales divinités de la communauté, et notamment la prêtresse d'Athéna Polias est choisie dans la famille des Hétéoboutades, dont fait partie Lycurgue. Et donc, c'est une famille qui a un prestige, une sacralité particulière. Donc, vous voyez, 3 familles qui sont en concurrence pour le pouvoir. Et c'est donc dans ce cadre que Pisistrate parvient, c'est un peu is no good, Pisistrate, hein, vraiment, il veut le pouvoir, il va le perdre, il va y revenir, il va le perdre, il va y revenir. Donc voilà, sa première tentative va faire long feu. Il va, parce que Mégaclès et Lycurgue vont se liguer contre lui, il va très vite être exilé. Mais ce qu'il va faire, donc on est en 561, et donc 5 ans plus tard, il va revenir en décidant de faire alliance avec Mégaclès. Hein, pour prendre le pouvoir, il va diviser pour mieux régner, et donc s'allier avec le chef de la famille des Alcméonides, et ils vont inventer à deux un stratagème pour prendre le pouvoir dans la cité. Et c'est là qu'on arrive à ces histoires de faux. Et il va notamment recourir à un artifice, nous dit Hérodote, en sélectionnant une femme qui vient du secteur que sa famille contrôle, à Paiania, une femme, une très belle femme, très grande, qui s'appelle Phillet. Et voilà ce que dit Hérodote, donc dans les histoires. Mégaclès et Pisistrate imaginèrent pour le retour de l'exilé, donc c'est Pisistrate qui avait pris le pouvoir et puis qui s'était fait expulser, un expédient que je trouve le plus naïf du monde, étant donné que le peuple hellénique, donc les Grecs, s'est dès longtemps distingué des barbares en se montrant plus fin, plus dégagé d'une sotte naïveté que les barbares, qui croient un peu n'importe quoi. Et il y a plusieurs moments où on voit dans les histoires que les barbares sont particulièrement crédules et donc exposés à des formes de manipulation, de fausseté et de mensonge. Si véritablement, ils ont, à cette époque, donc une distance qui est mise avec le récit, chez les Athéniens, réputés les premiers des Grecs pour leur esprit, imaginez pareille chose. Dans le dème de Paiania, donc je vous ai montré où ça se situait, il y avait une femme nommée Phillet, d'une taille de 4 coudées moins 3 doigts. C'est pas mal. D'ailleurs, belle personne. Ils revêtirent cette femme d'un armement complet, la firent monter sur un char, lui enseignèrent l'attitude dans laquelle elle devait faire le plus noble effet et la menèrent à la ville. Ils avaient envoyé devant en éclaireur des héros qui, arrivés à la ville, y proclamaient ce qu'on leur avait ordonné, disant « Athéniens, recevez favorablement Pisistrate ». Athéna, qui a voulu l'honorer entre tous les hommes, la ramène elle-même, c'est pas dans sa propre acropole. Allant çà et là, il tenait ses propos. Aussitôt, le bruit se répandit dans les dèmes qu'Athéna ramenait, Pisistrate, et les habitants de la ville, persuadés que la femme était la déesse en personne, adorèrent cette créature, c'est-à-dire qu'ils se prosternèrent, c'est la proskinèse, ce qu'on fait devant les dieux, puis à partir de l'époque d'Alexandre devant les rois hellénistiques, et accueillir Pisistrate. Alors, c'est une séquence extrêmement célèbre et intéressante où on voit comment Pisistrate, si on suit Hérodote, à travers un subterfuge, une manipulation, une histoire de faux, c'est une fausse Athéna, eh bien, en vient à créer ce que les Grecs, et tu as cité Jean-Pierre Vernant, et Jean-Pierre Vernant parlait beaucoup de l'épiphanie, de la stupeur révérentielle que produit l'effraction d'un dieu dans le monde des hommes. Face à l'éruption d'un dieu, il n'y a qu'une réaction possible, c'est de plier les genoux et de baisser le regard. Autrement, on a les yeux cramés. Donc,
Donc les yeux, on ne peut pas les regarder en face, et donc on se prosterne, et c'est ce que produit la fausse Athéna, Philais, devant les Athéniens, et on a ainsi, à suivre Hérodote, une manipulation sordide, avec un tyran qui manipule des images, un rituel, pour arriver à ses fins, la prise de pouvoir. Et donc, on a une séquence qui est interprétée en termes de vrai et de faux. Et on peut avoir la tentation de donner une interprétation, c'est ce que suggère Hérodote, une interprétation évolutionniste de l'épisode. C'est-à-dire que les Athéniens, à cette époque, on est en 555 peut-être, c'était encore un peu des crétins, quoi, comme les barbares. Par rapport à la situation, un siècle plus tard, où ils se sont acculturés aux images, où précisément ils ont commencé notamment à aller au théâtre et à voir des dieux, mais des dieux qui sont des acteurs costumés et qui fait que le Deus ex machina, enfin voilà, l'apparition des dieux, mais qui est pris pour ce qu'il est, une imitation, une copie illusoire, fait pour faire effet, mais qui, bien sûr, n'est pas réel et qui ne crée pas la stupeur sacrée. Donc on peut avoir une vision un peu évolutionniste avec l'idée un peu, comme le cinéma des Frères Lumière, l'arrivée en gare de la Ciotat, le train qui arrive la première fois, les spectateurs paniquent, et puis si vous vous placez 50 ans plus tard, des spectateurs voient des films dans un relatif calme et avec un œil bonhomme. Donc là, on serait dans une perspective évolutionniste qui est celle de Hérodote, d'un passage de la crédulité, de la naïveté à des Athéniens, désormais de plus en plus acculturés aux images, et qui ne se laisseraient bien entendu plus prendre par un stratagème aussi grossier. Il me semble que c'est une clé de lecture qui est celle d'Hérodote, donc il y a bien sûr énormément de prestige, mais qui pose problème en tout cas. En tout cas, c'est l'hypothèse que je voudrais faire. Parce que la religion n'est pas un élément extérieur à la politique qu'on peut penser comme manipulable, comme si religion et politique étaient deux sphères totalement séparées. C'est l'impression qu'en donne Hérodote, mais c'est certainement pas de la sorte que cela se jouait à l'époque archaïque, mais même à l'époque classique. Donc à cette époque où, d'après Hérodote, quand on le suit, la crédulité aurait reculé avec l'acculturation des Athéniens à ces formes d'image et de figuration. Parce que je crois qu'Athéna, la déesse, pouvait très bien, pour les Athéniens, apparaître et se faire sentir présente dans un bout de bois, comme est le Xoanon, c'est-à-dire la statue de la déesse. Vous savez que la statue de la déesse, d'Athéna Polias, ce n'est pas la future Athéna Parthénos sculptée par Phidias. Ça, c'est juste une manifestation de puissance. Il n'y a aucun rituel qui est attaché à la statue d'Athéna Parthénos qui se trouve dans le Parthénon au milieu du 5e siècle. La statue rituelle importante, c'est un bout de bois, un Xoanon. Et c'est ce bout de bois dans lequel la divinité se fait présente. Mais la divinité, elle peut être aussi présente à travers une femme costumée en Athéna. C'est l'hypothèse que je veux faire, et qu'en tout cas, on ne peut pas penser l'épisode sur un mode purement manipulatoire, comme une histoire de faux. En tout cas, c'est manquer quelque chose de l'expérience politique des Athéniens et de l'expérience tyrannique plus généralement. Et la preuve que j'aurais, alors je ne sais pas, c'est une preuve en tout cas, l'indice, parce que ce que je vous dis là, ce n'est pas quelque chose que vous trouverez spécialement dans les livres, mais je pense qu'elle n'est pas forcément fausse. C'est que si ce n'était pas le cas, si du point de vue de Pisistrate et des Athéniens, ce n'était pas Athéna qui était là, et peu importe qu'effectivement ça soit une femme qui s'appelle Philais, qui d'une certaine façon instancie la déesse. Si ce n'était pas le cas, on ne comprendrait pas pourquoi, après cela, Pisistrate va faire quelque chose qui semble, d'un point de vue manipulatoire, absurde,
il ne va pas honorer l'alliance qu'il avait contractée avec Mégaclès pour des raisons religieuses. Alors, pour ça, il faut que je revienne un tout petit peu en arrière. Donc, Mégaclès et Pisistrate ont fait alliance dans cette histoire. Mégaclès de la famille des Alcméonides, pour que donc Pisistrate prenne le pouvoir. Or, Mégaclès, il vient d'une famille, donc une famille extrêmement prestigieuse. Périclès va en faire partie, mais il y en a d'autres, des Athéniens célèbres qui font partie de cette grande famille. Mais une famille qui a une histoire compliquée, parce que dans les années 630, vous voyez, on est plus d'un demi-siècle avant cet épisode, le grand-père de Mégaclès, qui s'appelait Mégaclès, c'est pratique, avait saisi des hommes qui s'apprêtaient à prendre le pouvoir à Athènes, autour d'un homme qui s'appelait Cylon, alors que ceux-ci étaient réfugiés autour des autels de la déesse Athéna sur l'acropole. Et en principe, c'est comme à Chat-Perché. Hein. Quand vous vous réfugiez auprès d'un autel, vous êtes intouchable. Si vous touchez un suppliant, quelqu'un qui vient se réfugier auprès de l'autel d'un dieu, même si c'est la pire des crapules, il est sous la protection de la déesse. Eh bien, Mégaclès, donc le grand-père de ce Mégaclès allié à Pisistrate, aurait fait fi de cette protection, de cette inviolabilité qui avait été donnée à Cylon et ses hommes, qui cherchaient à prendre le pouvoir à Athènes, donc qui étaient des enflures, hein, on est d'accord, mais qui étaient protégés par la déesse. Ils s'en étaient saisis et les avaient fait mettre à mort. Et les Alcméonides avaient contracté une souillure transmissible de génération en génération. Ce qui fait que d'ailleurs, à l'époque encore de Périclès, les Spartiates viennent au début de la guerre du Péloponnèse et disent « Bon bah, on vous déclare la guerre, sauf si vous expulsez cette souillure. » Cette souillure, c'est Périclès, parce qu'il descend des Alcméonides, enfin qu'il est Alcméonide et qu'il descend de ce Mégaclès. Et donc, ce que fait Pisistrate, c'est qu'il va refuser, alors qu'il s'y était engagé, d'honorer le mariage avec la fille de Mégaclès, parce que les enfants qu'il aurait d'elle seraient souillés par la malédiction. Donc dans une perspective purement manipulatoire, on n'y comprend plus rien. Voilà un type qui est prêt à jouer avec Athéna, à manipuler le rituel, à faire une histoire de faux, une impiété quand même. Et puis qui, tout d'un coup, déciderait de ne pas honorer sa promesse parce que terrifié par la souillure transmissible de génération en génération, contractée par le grand-père de son allié et transmise à sa fille, avec laquelle il devait se marier pour sceller l'alliance. Et donc ça, pour moi, cela montre bien, me semble-t-il, que en réalité, dans cette histoire, on a quelque chose qui ne peut pas se penser sous l'angle du vrai et du faux, de la manipulation, de la propagande. Je pense que dans cette histoire, on a une instanciation d'Athéna, on pourrait dire, hein, qui se joue là. Et oui, certes, c'est à travers une femme, et peut-être que certains croient que c'est la déesse elle-même, peut-être certains sont conscients que c'est une femme costumée en Athéna, peu importe. La déesse est là. Hein, et la déesse est là, et c'est une façon pour Pisistrate et Mégaclès de concurrencer notamment Lycurgue. Lycurgue, qui appartient à la famille parmi laquelle on choisit la prêtresse d'Athéna Polias, et donc qui est une sorte d'accointance avec Athéna particulière qu'il s'agit de contrebalancer. Et c'est pour cela qu'une fois arrivé à ses fins, on n'est pas, à mon avis, dans une perspective manipulatoire. D'ailleurs, Thucydide nous dit que les Pisistratides étaient particulièrement pieux, qu'ils n'ont cessé de faire des œuvres pies sur l'acropole et sur l'agora, hein, construire des hôtels, etc. On n'est pas, malgré ce qu'en dit Hérodote, voilà, dans une manipulation grossière avec un Pisistrate dégagé de la religion et
comme ça, manipulant les uns et les autres pour arriver à ses fins. On a ici un dispositif rituel qui active la présence d'Athéna, et quand il se retrouve au pouvoir, et il veut cultiver sa proximité avec Athéna, eh bien, il va décider de rompre l'alliance avec Mégaclès, ce qui va pourtant lui coûter extrêmement cher, puisqu'il va reperdre le pouvoir. Donc, ce geste, on ne le comprendrait pas si, par ailleurs, on pensait, comme Hérodote, qu'il s'agissait d'une sordide manipulation. Alors, je vais m'arrêter sur Pisistrate. Alors, simplement pour vous dire, avant de quitter Pisistrate, je voulais parler de la troisième prise de pouvoir, où il y a aussi des choses intéressantes qui se jouent, mais je voudrais passer à la seconde séquence et finir quand même dans une vingtaine de minutes. Les historiens pensent que cet épisode, donc après que Pisistrate finalement a réussi, donc au bout de sa troisième tentative, d'une autre manière, mobilisant aussi Athéna, a réussi finalement à prendre le pouvoir, puis l'a transmis à ses enfants, Hippias, Hipparque, Tétalos, il a 3 enfants. Quand il meurt en 527, ce sont ses enfants, et notamment Hippias et Hipparque, sans doute, qui reprennent les rênes d'Athènes. Mais on pense que, donc à l'époque, certainement après la mort de Pisistrate, les Athéniens ont en quelque sorte commémoré ce moment de l'arrivée de Pisistrate à Athènes, ramené par Athéna, à travers un certain nombre d'images qui se trouvent sur de la vaisselle de banquet, donc dans le cadre des banquets de l'élite athénienne, donc notamment sur cette hydrie, où vous voyez Héraclès amené donc sur l'Olympe, c'est le moment de l'apothéose d'Héraclès, qui est amené sur l'Olympe par Athéna. Vous en avez une autre ici, elle est en couleur, vous voyez Athéna en blanc, armée et casquée, qui amène Héraclès. On voit juste derrière, on voit sa massue, sa barbe, et on devine sa léonte, sa peau de lion, c'est le lion de Némée qu'il porte comme armure. Donc cette apothéose d'Héraclès qui serait, donc dans un jeu d'analogie, une façon de faire référence à l'accueil de Pisistrate sur l'acropole, comme tyran, par un jeu de miroir, par un jeu analogique, entre Héraclès et Pisistrate. Alors l'hypothèse est discutée, mais elle me semble intéressante, et elle me semble intéressante notamment parce que ces vases sont des années 520 probablement, donc à l'époque où Pisistrate est déjà mort, et on peut penser une forme de lien, de connexion entre le héros et le tyran. Alors, ça c'est pour parler des grands projets pisistratides, mais je préfère passer, et donc vous n'aurez pas la troisième séquence. Simplement, je vous montre, c'est pas inintéressant parce que vous n'avez pas forcément ça dans l'esprit, que les Pisistratides, donc je vous l'ai dit, ils ont cultivé notamment une relation privilégiée avec Athéna durant tout leur règne. Donc les Pisistratides, c'est Pisistrate et ses enfants, donc on appelle les Pisistratides, la famille de Pisistrate. Et notamment, il fait construire un nouveau temple d'Athéna Polias, donc là où se trouve ce Xoanon, cette statue, ce bout de bois sculpté, qui est vraiment l'objet de la vénération des Athéniens, tandis qu'ils n'ont pas le temps, c'est arrêté en 510 au moment de la chute de la tyrannie, de commencer à construire un autre temple en l'honneur d'Athéna, qu'on appelle le Pré-Parthénon, qui sera... ce qui est sur le site, ensuite occupé par le Parthénon dans les années 440. Athènes, comme vous le savez, est prise par les Perses en septembre 480, incendiée. Donc ce temple disparaît, et c'est pour, d'une certaine façon, après avoir promis de ne jamais reconstruire les temples pour se souvenir de l'outrage des Perses, eh bien que...
Voilà, les Athéniens vont finalement rompre leurs promesses partiellement. Ils vont garder les fondations du temple d'Athéna Polias, construit par les Pisistratides. Vous pouvez les voir encore quand vous vous baladez sur l'acropole. Ils les ont gardés pour qu'on se souvienne quelque chose de l'outrage commis par les Perses en 480. Et ils ont construit d'un côté le Parthénon et de l'autre, dans l'espace qui restait, l'Erechtheion, à partir des années 420. Bon. Mais ça nous entraîne trop loin. C'est pour vous dire que voilà, y a une relation spécifique avec Athéna qui a été mise en place, cultivée par Pisistrate et ses enfants. Pisistrate étant aussi celui qui réorganise de fond en comble les Panathénées, la très grande fête de tous les Athéniens, très grande fête durant laquelle, et c'est ma transition, donc on va oublier ça, durant laquelle Hipparque, l'un des fils de Pisistrate, va être assassiné, Adeline en a parlé, en 514 avant Jésus-Christ, par deux hommes, deux amants, Harmodios et Aristogiton. Et c'est de cette séquence que je voudrais parler très brièvement, on a 15 minutes, parce que là aussi, on pourrait interpréter toute cette séquence des tyrannicides et donc la façon dont la démocratie justifie son existence comme une histoire de faux, une histoire de propagande, de manipulation. Et que je pense que là aussi, c'est une mauvaise piste. Alors, l'épisode de l'assassinat d'Hipparque, on le connaît bien parce qu'il est raconté en détail par Thucydide. Alors lui, il raconte l'histoire de la guerre du Péloponnèse, mais là aussi, il est amené à remonter, notamment quand il parle de l'expédition de Sicile, qui se déroule 100 ans après, et qu'il cherche à montrer. Alors, il cherche à montrer quoi? L'expédition de Sicile, c'est l'hubris des Athéniens, la démesure des Athéniens. C'est la grenouille veut se faire plus grosse que le bœuf. Les Athéniens veulent aller prendre la Sicile, donc aller très très loin de leur base, et ça va leur revenir en boomerang. Et ils vont perdre le quart de leur population civique. Enfin, en termes de pourcentage, c'est bien pire que la guerre de 14. C'est plus de 10 000 citoyens qui meurent sur une population qui va à ce moment-là civique de 25 000 peut-être Athéniens. Ils ont déjà été bien décimés par la peste. Enfin, le typhus, probablement. Et donc, on est en 415-414, c'est l'expédition de Sicile, et donc il y a une connexion qui se fait dans le récit de Thucydide entre deux moments d'hubris, de démesure, le moment de l'expédition de Sicile et le moment des tyrannicides. Parce que tout l'objet de Thucydide, c'est d'expliquer que les tyrannicides, contrairement à ce que racontent les Athéniens, lui il est athénien, mais c'est un Athénien qui est en bisbille avec le régime démocratique, il a été exilé par les Athéniens durant la guerre du Péloponnèse, et il écrit son livre en exil. Et donc tout le but de Thucydide, c'est d'expliquer que le tyrannicide, ce n'est pas du tout ce que croient les Athéniens. C'est une pure histoire de mensonge. Pourquoi? Parce que cet épisode, durant lequel un couple d'amants, donc Harmodios, c'est le beau, le jeune, les Romaines, celui dont on cherche à s'attirer les faveurs, donc à droite, et Aristogiton, donc l'homme plus mûr, donc ce couple d'amants, s'en sont pris à un homme qui n'était pas tyran d'Athènes. Et donc, ils n'ont pas commis un tyrannicide, ils ont commis un meurtre. Et ça, c'est quelque chose... Enfin, moi, quand j'ai bossé là-dessus, j'ai mis du temps vraiment à comprendre à quel point l'attaque était d'une violence extrême. Parce que le tyrannicide, vous avez une forme de justification du meurtre, parce que voilà, c'est un acte qui, politiquement, peut se justifier, qui pose problème, quand même, malgré tout. Surtout que le meurtre, il a lieu pendant les Panathénées, donc le moment le plus sacré de la vie religieuse athénienne. Donc de toutes les façons, c'est compliqué. Mais ce que dit Thucydide, c'est que non seulement ils n'ont rien libéré du tout, parce que les tyrannicides, l'acte des tyrannicides a été pris par les démocrates comme le coup d'envoi de leur régime politique, et Thucydide, à la suite d'Hérodote, dit pas du tout. Ça a juste énervé le frère, Hippias, qui était toujours vivant, et qui, à partir de ce moment, est devenu très colère. Et donc c'est là qu'il est devenu véritablement tyran des Athéniens. C'est après l'acte des tyrannicides qui n'ont rien libéré. Il a fallu l'intervention des Spartiates pour que finalement Hippias soit chassé. Et donc les tyrannicides n'ont rien à voir avec la fin de la tyrannie et encore moins avec l'émergence de la démocratie.
Ça, c'est une première chose. Mais l'attaque la plus violente, elle est différente. C'est de dire que c'est un pur mensonge de dire que c'était un tyrannicide. Parce que Hipparque n'exerçait pas la tyrannie. Donc c'était un individu privé. Donc ce qu'ils ont fait, c'est un meurtre. Et un meurtre, c'est l'abomination de la désolation. Hein. C'est une souillure. Alors une souillure qui s'arrête assez rapidement, en l'occurrence, puisque les deux hommes sont tués. Harmodios sur le moment, Aristogiton certainement après qu'on l'a un peu torturé, hein. Mais une souillure tout de même. Et c'est cet acte que les Athéniens donc, ont transformé en symbole de la naissance de leur régime politique. Et donc Thucydide, qu'est-ce qu'il dit dans son histoire de la guerre du Péloponnèse? C'est que vous, les Athéniens, le symbole de votre régime politique, de notre régime politique, pourrait-il dire, parce qu'il est tout aussi athénien que les autres, eh bien, vous avez mis sur l'agora de votre cité deux statues, notamment, deux statues de ces deux hommes, faisant fi d'Hipparque, d'ailleurs, la victime est mise de côté. Deux statues qui célèbrent, donc, non pas des libérateurs, ils n'ont rien libéré du tout, non pas des tyrannicides, mais des meurtriers de droit commun. Donc c'est une histoire de faux, et une histoire de faux à plusieurs titres. Donc, parce que le groupe symbolise donc un acte et des conséquences qui n'ont pas eu lieu, donc ce n'était pas un tyrannicide, ils n'ont pas libéré Athènes, et puis parce que même l'image est mensongère. Alors, elle est mensongère à plus d'un titre. On peut s'apercevoir, en tout cas, par exemple, c'est pas possible qu'ils aient agi, si on se place dans un point de vue d'historien de l'art, c'est une image synthétique, parce que c'est pas le même moment, en réalité, qui est décrit, et on peut essayer de le montrer. C'est pas ça qui m'intéresse, mais c'est que même la distribution des rôles, parce que tout cela est fait pour exalter la collaboration entre classes d'âge, l'égalité entre citoyens dans le cadre d'un sacrifice, on va jusqu'à la mort, pour aider sa patrie. Même cette représentation avec cet homme jeune et cet homme plus mûr est mensongère, puisque ce cher Harmodios, donc le prototype de l'Héromène, l'Éraste, c'est l'homme mûr qui entretient le jeune garçon à travers une relation pédérastique faite d'échanges érotiques, mais aussi de connaissances, de savoir. Même cette image est mensongère dans la mesure où le cher Harmodios était déjà un heureux papa. Parce qu'on connaît les descendants d'Harmodios. Donc ce jeune Héromène, censé être la fleur de l'adolescence, en réalité c'était déjà un adulte, pourvu d'une descendance. Donc même l'image est mensongère, ce qu'elle manifeste, mais aussi ce qu'elle représente, la façon dont elle le représente, tout est faux. Donc ça c'est le point de vue des opposants à la démocratie radicale. Si ce n'est à la démocratie tout court, mais en tout cas à la démocratie radicale. Et on voit ainsi toute une série de personnages, Aristophane d'une certaine façon, à fleur et moucheté, mais devant les Athéniens, donc c'est quand même plus compliqué, qui ridiculise les tyrannicides, Hérodote aussi, qui explique que ceux-ci n'ont, voilà, le chant en l'honneur des tyrannicides, qui montre comment les tyrannicides sont devenus ceux qui ont instauré l'isonomie, ceux qui ont des souvenirs de la naissance de la démocratie, en principe, ont dans l'idée que c'est Clisthène qui a instauré l'isonomie. Oui, mais dans la mémoire collective athénienne, exit Clisthène, vive les tyrannicides. Donc encore un autre mensonge, dirait Thucydide. Mais cette façon de réfléchir, de raisonner, et je ne veux pas être trop long, il est 52, donc je vais bientôt m'arrêter, cette façon de raisonner, elle manque ce qui fait le cœur de l'expérience politique démocratique. Effectivement, c'est le raisonnement des historiens qui dégonflent les têtes, qui sont iconoclastes d'une certaine façon au sens propre, qui vont à contre-courant, qui font entendre des voix discordantes. Elles sont intéressantes, ces voix. Mais c'est manquer l'efficace politique propre à ces statuts. Les Athéniens,
ils avaient conscience que les Spartiates avaient eu un rôle dans le fait de chasser le tyran. Mais ils voyaient de puissants avantages à se retrouver, à se réunir autour de ces figures qui n'étaient pas aussi aisément appropriables par tel ou tel, et notamment par les Alcméonides. Parce que Clisthène, ça fait partie de la famille des Alcméonides. Donc, arracher l'isonomie à Clisthène et la donner aux tyrannicides, comme le montre le chant qui était prononcé dans tous les banquets athéniens au cours du 5e siècle. Alors, quand on buvait, on chantait l'Harmodios. Donc, on chantait ces couplets, avec des variations. On se passait un rameau de myrte et voilà, à chaque fois, quelqu'un devait improviser un couplet, toujours sur la même base. Et donc, pour les Athéniens, la figure des tyrannicides, c'était une façon de créer une identité politique, alors en réaction avec le régime précédent, le régime tyrannique, et également une façon donc de créer un rituel commun. Donc, on oublie Hérodote. Et ce rituel, il se focalise autour de ce symbole. Et ils sont conscients qu'il y a des versions contradictoires. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème à partir du moment où ils font corps et où ils font corps autour de cette figure partagée, notamment dans les moments de difficulté. Et notamment à la fin du 5e siècle, je vais m'arrêter tout de suite, lorsque la cité athénienne, c'est tout l'objet du livre dont a parlé Adeline, sur 403, donc le moment où la guerre civile refait surface et que la démocratie athénienne est abattue pendant quelques mois. Eh bien, après le rétablissement de la démocratie, on va célébrer à nouveau les tyrannicides sur toute une série d'images qui sont des images rituelles où les Athéniens refont leur unité à travers la célébration de ces figures, donc d'un acte qui a plus d'un siècle d'âge, mais qui est en quelque sorte remotivé par la situation qu'ils sont en train de vivre, c'est-à-dire une oligarchie sanguinaire qualifiée de tyrannie, la tyrannie des 30, dont ils se sont libérés, les tyrannicides étant utilisés pour, d'une certaine façon, refaire communauté après un moment d'épreuve. Donc vous voyez, pour conclure, il me semble que tant pour la tyrannie que pour la démocratie, essayer à la suite des historiens, donc dans les pas des historiens Hérodote comme Thucydide, d'analyser les rituels et les images sur le mode de la propagande, de la manipulation, c'est d'une certaine façon faire fausse route. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des dimensions propagandistes et manipulatoires, mais c'est avoir une vision extrêmement mutilée de l'expérience politique, tyrannique comme démocratique, qui joue en réalité sur plusieurs registres. Il y a certes des formes d'instrumentalisation, mais il y a toujours aussi de la fabrique du commun, et une fabrique du commun qui passe par le rituel. Et je m'arrête là pour qu'on puisse avoir le temps de discuter un peu. J'avais promis de m'arrêter à 19h et on est un tout petit peu avant 19h. Donc on a un quart d'heure si vous souhaitez qu'on approfondisse ou objecter, ou ce que vous voulez. Alors bonjour. Alors moi ma remarque, du coup ma question elle porte surtout sur le début quand vous avez parlé des contradictions fortes dans les cités qui connaissent la tyrannie. Alors est-ce que d'après vous on peut rapprocher ce processus en fait d'autorisation, d'augmentation de l'autorité et de l'autoritarisme dans une cité, avec par exemple l'augmentation justement de cette autorité
du haut vers le bas Moyen-Âge, ou alors de la démocratie libérale, plus récemment, vers le fascisme dans les années 30. Est-ce que d'après vous, ce processus qui va d'une démocratie ou d'une pseudo-démocratie vers plus d'autoritarisme est toujours lié à des contradictions? Alors, là, il se trouve que c'est pas dans le même sens. Mais alors ça renvoie d'ailleurs des questions. Déjà, Platon, il imagine des cycles de régimes politiques qui s'engendrent les uns les autres, et c'est la démocratie qui finit par accoucher de la tyrannie, qui est à peine un régime politique. Ou la tyrannie qui accouche de la démocratie, donc ça dépend selon qu'on est chez Aristote ou chez Platon. Mais toujours est-il que là, en l'occurrence, il n'y a pas encore de démocratie. C'est après le moment tyrannique, c'est un régime oligarchique qui accouche de la tyrannie. Donc la tyrannie, c'est l'un des deux modes de règlement de la stasis à l'époque archaïque. Il y a les législateurs, il y a les tyrans, mais ce qui est intéressant de voir, c'était ça que je voulais juste amorcer, ce n'était pas du tout le cœur de mon propos, c'est qu'effectivement, c'est quand même des phénomènes qui apparaissent surtout dans des cités plus complexes, plus développées, avec des inégalités économiques assez importantes. Parce que tout simplement, que c'est toujours la même chose, quand tout le monde est pauvre, il y a moins de risques de se révolter. Alors, ne pas faire de loi anthropologique comme ça, mais c'est vrai qu'on sait que les situations révolutionnaires, c'est les situations de déclassement. Ce n'est pas les situations où tout le monde est pauvre, où tout le monde est riche, ça c'est plus rare. C'est les situations où il y a des phénomènes de désaffiliation, de précarisation. Ça, ce sont des moments dangereux, et c'est des moments qui apparaissent particulièrement dans des sociétés complexes où les contradictions, si on emploie en fait un vocabulaire marxiste, c'était un clin d'œil bien sûr, effectivement à la théorie marxiste, où ces contradictions sont plus accusées. Donc, on ne peut pas formuler une loi de l'histoire. On peut en revanche essayer de voir des configurations à différents moments de l'histoire et essayer d'étudier leurs similitudes et leurs différences. Et c'est à chaque fois, bien sûr, les spécifications qui sont intéressantes. Au-delà de quelques mécanismes qu'on voit effectivement jouer, de façon non pas universelle, mais en tout cas extrêmement répandue. Comme ça, j'espère à peu près avoir répondu à votre question. Mais donc pour le nazisme, etc., ça c'est très débattu, savoir. Mais là, j'empiète sur des plates-bandes que, en plus, j'ai jamais cultivées, donc il vaut mieux pas y mettre les pieds. Vous avez fait une analogie entre Héraclès et... alors, comment il s'appelle, pardon, parce que du coup, j'ai pris en note. Voilà, Pisistrate. J'ai toujours aimé beaucoup Pisistrate. Est-ce que vous pourriez réexpliquer, bien sûr, approfondir? Alors, je peux d'autant plus réexpliquer et approfondir qu'on est là face à un débat historiographique. Alors bien sûr, on est dans une conférence, donc je simplifie. On est face à un débat parce qu'il n'y a pas de preuve, et je ne peux pas administrer la preuve, et d'ailleurs, je ne suis pas sûr d'y croire jusqu'au bout. Je trouve l'idée intéressante, elle est défendue par Bornemann, elle a été contestée par Robin Osborne, par Gloria Ferrari. Donc vous voyez, c'est des historiens qui ne sont pas d'accord, que les images donc, produites dans les années probablement 520-510, et notamment celle due au peintre de Priam, pourrait être une allusion à cet épisode, donc connu par les textes, du retour de Pisistrate, donc mené par Athéna Phillet. Alors bien sûr, on est dans l'analogie particulièrement fragile. Je l'ai donnée parce que ça permettait de mettre une image. Je ne dirais pas que j'y crois, et certainement j'y mettrai pas ni la main, ni le doigt, ni l'ongle, pour dire que oui, c'était en tout cas, mais comme souvent, ça renvoie à la question sur la polyvalence des images dont on a parlé un peu avec Philippe Descola hier.
ça renvoie à une possible connexion faite par les banqueteurs qui se retrouvaient dans ce contexte. Il est possible que la connexion ait pu être faite. Après, c'est toujours dangereux ce jeu, parce qu'on n'a pas de texte qui la confirme. On peut penser que, vu les circonstances, vu la façon dont aussi les Pisistratides se sont préoccupés à la fois de célébrer Athéna, mais aussi de cultiver une relation particulière avec Zeus Olympios, en lançant un très grand chantier. Si le temple avait été construit, il aurait été plus grand que le Parthénon. Alors, il n'y a eu que la terrasse qui a été finie et quelques colonnes. C'est Hadrien, un empereur romain, qui finalement l'a achevé, au IIe siècle après Jésus-Christ. Mais un Olympieion qui se trouve au contrebas de... C'était l'image que je vous représentais. Là, bien sûr, c'est l'état de l'époque romaine. Mais un immense projet qui était là pour... lancé par les Pisistratides, d'abord par Pisistrate puis repris par ses fils, pour célébrer Zeus Olympios. Donc voilà une pièce de plus qui ne prouvera rien, qui montre simplement que la connexion entre Pisistrate et Héraclès, donc Héraclès accueilli dans l'Olympe, donc par Zeus, son père, pouvait éventuellement être faite dans cette ambiance. On ne pourra jamais le prouver. Ce qui est sûr, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement d'essayer de montrer que voilà, il faut prendre au sérieux les rapports que les Pisistratides souhaitent nouer avec Athéna, et qu'on n'a pas intérêt à le faire uniquement sur le mode manipulatoire, comme c'est fait dans la plupart de ce que j'ai pu lire, en tout cas, parce que je n'ai pas forcément tout lu, dans l'historiographie. Donc voilà. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez un peu m'éclairer par rapport au texte d'Hérodote qui dit qu'ils sont crédules, les Athéniens, alors que dans l'espace public, quand même, il y a beaucoup de représentations, comme vous l'avez dit. Et comment on peut... j'ai du mal à comprendre qu'Hérodote dise les Athéniens d'un siècle sont crédules, alors que la cité, il y a des images partout. Il n'y a pas des images partout, pas à cette époque justement. Lui, il s'étonne, mais il vit dans une autre ambiance, et notamment figurative. Vous avez tout à fait raison, c'est une excellente question. Mais je vous montre juste une image de ce qu'est l'agora. Alors l'agora qui a été déplacée à la fin de l'époque archaïque, donc pour passer du sud, voilà, à l'endroit où elle se trouve aujourd'hui, c'est un no man's land. D'ailleurs, ce qui rend d'ailleurs les statues des tyrannicides d'autant plus visibles, parce que c'est les seules statues d'hommes, d'êtres humains à être présentes. Donc, en revanche, si vous baladez sur l'acropole à l'époque archaïque, vous êtes déjà face à une forêt d'offrandes avec de nombreuses figurations. Mais l'acropole, on n'y monte pas tout le temps, c'est seulement au moment des fêtes. Donc l'exposition... Alors bien sûr, il y a des temples, il y a certainement des formes d'images qui se trouvent ailleurs dans l'Attique, dans le territoire d'Athènes, mais l'exposition des Athéniens aux images, à l'époque archaïque, il ne faut pas la penser aussi fréquente que cela. Il y a en gros deux grands pôles tels qu'on peut le reconstituer, c'est la nécropole du céramique, où il y a notamment les fameux couroïs, corail qui servent notamment de marqueurs funéraires, pas seulement. Là aussi, il y a une polyvalence certainement des images. Et puis, il y a l'acropole. Mais on n'y va pas tout le temps, et donc l'exposition aux images n'est pas la même à toutes les époques. Donc, si on veut avoir un point de vue évolutionniste qui est celui d'Hérodote, on peut dire, voilà, les Athéniens, il y avait la tragédie, ça existe après, certainement peut-être fondée par les tyrans eux-mêmes. Les images, elles sont concentrées, elles sont moins présentes, et donc ça permet des formes de manipulation plus faciles. Mais c'est encore, à mon avis, manquer la cible. Et penser sérieusement que à l'époque archaïque, comme à l'époque classique, comme encore plus tardivement, il peut y avoir des formes d'activation de la présence divine dans ce qui peut paraître à nous ou à des fortes têtes comme une manipulation grossière. Mais ça, c'est une façon de penser les choses qui n'est pas, me semble-t-il, la plus communément partagée dans le monde des cités grecques, que ce soit à l'époque archaïque, classique, et peut-être qu'on pourrait aller plus loin. Bon. Ça, c'est l'hypothèse que je propose, et je vois que Corinne a une remarque, Corinne Bonnet, en
Merci Vincent, c'est toujours un bonheur de t'écouter. Concernant Athéna, moi ce qui me gêne un tout petit peu dans cette idée d'une instantiation dans le récit là, tel qu'il est donné par Hérodote, c'est qu'on est quand même en dehors de tout contexte rituel. Parce que le retour de Pisistrate, c'est pas la même chose que les Panathénées. Tu as raison. Après, j'ai bien vu que, comme tu as dû aller vite, tu as sauté sur un élément qui me semble important, c'est la relation à Homère, au concours, aux récitations homériques, etc. Voilà, qui sont promus par Pisistrate et les Pisistratides. Et moi, la scène, tu vois, que du retour de Pisistrate avec Athéna, ça me fait penser à Ulysse qui rentre à Ithaque, et Athéna, c'est la compagne d'épreuve d'Ulysse. Elle est toujours là avec lui, et elle le précède même sous la forme d'une hirondelle au moment où il rentre, etc. Donc je me demande s'il n'y a pas aussi une sorte d'atmosphère homérique derrière cette scène qui la rend, acceptable d'une certaine façon. Par ailleurs, ce qui me frappe aussi, c'est quand même le fait... Et là, peut-être que Adeline pourrait nous dire, cette dame du Dème, etc., dont on connaît le nom, c'est quand même exceptionnel qu'on ait une mémoire aussi précise concernant une femme. On sait comment elle s'appelle, on sait de quel Dème elle vient. Et au fond, Hérodote est quand même pas si loin des faits, ce qui me donnerait à penser qu'il y a en tout cas une mémoire peut-être orale de quelque chose qui s'est passé. Mais tu l'as dit, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas eu de manipulation, mais... une mémoire athénienne qui s'est transmise à travers le temps de cette chose extraordinaire d'une femme très belle, très grande qui s'est fait passer pour Athéna. Et le dernier point, c'est sur les scènes Athéna et Héraclès, c'est vraiment des apothéoses. Et donc je me demande, mais là vraiment je me tourne vers toi pour savoir, si effectivement, comme dit Boardman, c'est plutôt 520-10, c'est-à-dire plutôt les fils de Pisistrate, est-ce qu'on n'a pas là quelque chose qui est un indice de Pisistrate post-mortem? Oui, voilà. Effectivement, si on va du côté de Boardman. Voilà. Si on va du côté, effectivement, c'est là où, parce que voilà, ces datations, elles sont aussi fragiles. On est entre 540 et Pisistrate meurt en 527 et 510. Enfin, plutôt, mais on est plutôt quand même, semble-t-il, 530, 520. Donc effectivement, potentiellement post-mortem, et donc effectivement, le contexte de l'apothéose est d'autant plus intéressant. Alors dans ce que tu dis, merci beaucoup Corinne, il y a plusieurs choses. Oui, effectivement, je pense que tu as tout à fait raison sur l'ambiance homérique, j'avais l'intention d'en parler, parce que la troisième prise de pouvoir de Pisistrate, c'est précisément dans une ambiance homérique qu'elle se joue, puisqu'il y a une bataille à Palène, où il y a un temple d'Athéna, encore une fois, et où, d'après Hérodote, qui raconte l'histoire, on a un oracle qui est rendu par un devin qui s'appelle Amphilitos d'Acarnanie, et qui va dire à Pisistrate, voilà, le filet est jeté, les raies déployées, pendant la nuit, à la lueur de la lune, les thons s'y précipiteront, annonçant sa victoire. Et ce qui est... d'après, je crois que c'est Josine Bloch qui a fait le rapprochement, la première, une réminiscence homérique du massacre par Ulysse des prétendants. Donc Ulysse ramené par Athéna à Ithaque, et qui va reprendre le pouvoir en massacrant tous les prétendants, avec une connexion entre Ulysse et Pisistrate, sachant que Pisistrate et ses fils, très certainement, sont ceux qui ont donc été les premiers à mettre par écrit les poèmes homériques, et très certainement, si on en croit Plutarque, à y introduire des nouveaux éléments pour que Athènes, qui est totalement marginale dans l'épopée homérique, y apparaisse en meilleure place, et pour que même un Pisistrate apparaisse, peut-être, en tout cas c'est une hypothèse que je trouve assez séduisante. Il y a un Pisistrate, fils de Nestor, qui pourrait très bien avoir été introduit au VIe siècle, au moment de la mise par écrit par Pisistrate ou les Pisistratides, ses enfants, pour qu'il soit déclamé au moment des plus grandes fêtes athéniennes. Donc on a une ambiance homérique, je pense que tu as tout à fait raison, qui doit rendre plus acceptable peut-être cette séquence. Tout le problème étant que le moment fillet se déroule avant, bien sûr, toute cette forme de manipulation. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est de remettre en mouvement cet épisode. Vous voyez, c'est de l'histoire ancienne.
c'est des hypothèses, mais en tout cas essayer d'aller contre la présentation qui est faite par Hérodote et à sa suite toute l'historiographie, en tout cas la complexifier, dire qu'il y a peut-être, mais là où Corinne a tout à fait raison, hein, elle pointe justement une faiblesse de mon raisonnement qui est proposé ici, c'est qu'en principe, tout cela, quand il y a instanciation d'une divinité, ça se fait dans un cadre rituel. Et là, on n'est pas dans ce cadre-là, où il y a la volonté de créer comme ça, de toute pièce, un rituel. Bon. Donc ça, c'est une vraie objection forte, hein, qui vient nuancer mon propos. Ouais. Donc je remercie, nous remercions encore Vincent d'avoir accepté notre invitation. Il doit repartir, donc on peut pas prolonger le temps des questions malheureusement. Mais j'ai beaucoup apprécié le fait que tu as tenu compte de notre thématique, les usages du faux. Et je trouve que tu as très bien montré, tu as montré là aussi l'atelier de l'historien et poser en fait en creux la question des régimes de vérité. Et donc il y a celui qui joue pour des historiens qui vont juger en disant ils sont crédules, etc. Et puis il y a le régime de vérité si on se passe du point de vue des Athéniens et de ce que de tout cet univers-là. Et je pense que c'est important en fait de l'avoir également en tête. C'est aussi une histoire de point de vue éthique, émique, on en a déjà parlé. Mais je pense que du point de vue méthodologique, c'était vraiment un beau dossier pour ça. Donc encore merci Vincent. À toi. Il s'agissait à l'instant d'une conférence de Vincent Azoulay autour de la thématique Usage du faux du festival Histoire à venir qui se tenait du 23 au 25 septembre 2021. Vincent Azoulay est l'auteur d'ouvrages tels que Les tyrannicides d'Athènes, vie et mort de deux statues, édité au Seuil en 2014, et récemment avec Paulin Ismar de Athènes 403, une histoire chorale parue chez Flammarion. Enregistré au Théâtre Garonne, vendredi 24 septembre 2021. Réalisation Radio Radio.